pairdefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La population, effectivement, la population française aujourd'hui, selon les derniers chiffres de l'INSEE, la population française compte désormais 10,3% d'immigrés. Sur 3 générations, l'immigration représente plus de 19 millions de personnes. Pourquoi pas, effectivement, la France terre d'accueil, la France qui reçoit, la France qui abrite, très bien. Mais jusqu'où et comment, et surtout, comment il se fait que, on dit toujours, bon, très bien, l'immigration légale parfois, et l'immigration clandestine, quand même, il faut non seulement la contrainte, il faut quand même l'obligation de quitter le territoire français, etc. On sait très bien que tout cela n'est pas respecté, que tout cela, que il y a peut-être une raquette, mais il y a que des trous dans la raquette. Pourquoi ? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Bienvenue chez moi. Oui, bien sûr, bienvenue chez moi. Bien sûr, mais jusqu'à quel point ? Et c'est vraiment le problème, et on sait, qui occupe. Alors ça a été un poème enfoui, ça a été la patate chaude qu'on se refile depuis 40 ans, ça a été effectivement la poussière sous le tapis, non, on n'en parlera pas. Ou alors si on en parle effectivement et qu'on ose dire qu'il y a des problèmes, comme le disait un certain Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français en 81, il disait, il faut stopper, on en a parlé, on a mis le sonore, il faut stopper à la fois l'immigration légale et l'immigration clandestine, la stopper tout de suite. Il y a 40 ans, il disait ça. Et c'était le Parti communiste français, Georges Marchais. Et puis, il y a eu tout ce qu'il y a eu, on ne va pas faire l'histoire ici. Et puis aujourd'hui, la part de l'immigration augmente partout en France. De quelle manière ? Alors Pierre Gentillet, bonjour. Bonjour André Berkov. Vous êtes avocat, vous occupez beaucoup aussi de ces problèmes, et vous en parlez, Pierre Gentillet, vous en parlez en général bien. Au fond, ce qui est intéressant de se dire, au-delà des discussions sur l'immigration, à quel niveau, etc., comment ça marche ? C'est-à-dire que l'impression qu'on a, tout se passe comme si quelqu'un qui arrive sans papier, qui arrive illégalement en France, etc., est presque plus protégé qu'un certain nombre d'habitants de la France. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beau dire oui, on va réguler, on va contrôler, oui, il n'y aura plus de référendum sur l'immigration, mais on est en pleine loi sur l'immigration présentée par Gérald Darmanin. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se déroule ? Alors pour vous répondre, il me faudrait sans doute 3 heures, donc je vais essayer de faire court, mais c'est un problème gigantesque. C'est un problème qui se pose à 2 niveaux, un niveau international et un niveau national. Je parle uniquement là sur le plan juridique. Sur le plan international, nous avons des traités européens qui nous contraignent. Et vous en avez eu une application récemment, puisque le 21 septembre dernier, on a un peu parlé, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France sur la pratique qu'elle avait de refouler des migrants qui étaient sur le sol européen, par exemple ici en Italie, et elle n'avait pas le droit de les refouler directement. Il fallait qu'elle leur donne un délai pour eux-mêmes partir, ce qu'ils ne font évidemment pas. Donc nous avons des traités européens, des directives européennes, je pense en particulier à la directive Retour, qui sont vraiment, mais qui contribuent à un carcan juridique qui se situe à un autre niveau que le simple niveau national. Alors juste, est-ce que on l'a déjà dit, Pierre Gentillet, mais je voudrais juste en une phrase que vous précisez. Ces lois européennes, en tout cas, ces directives européennes, ont priorité sur les lois françaises ? Alors il faut être très précis. Sur les lois françaises, le droit européen a primauté. Oui, mais il reste un échelon parce que le droit français, ce n'est pas que la loi. La Constitution française, par exemple, les référendums ou les normes à valeur constitutionnelle, par exemple un référendum, peut tout à fait s'imposer par-dessus. Si demain il y a un référendum sur l'immigration, il s'imposera par-delà toute directive européenne, par-delà tout traité européen. C'est le dernier échelon de la fusée qui reste supérieur. C'est pour ça qu'on ne le fait pas et qu'à vrai dire, on ne veut pas le faire. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron l'a enterré. Absolument. Alors,
comment ça se passe? Donc, vous parliez des niveau lois européen européennes, oui. Et le niveau national. Oui. Au niveau national, effectivement, tout le monde connaît ce mécanisme, en tout cas ce mot OQTF, tout le monde sait que ça veut dire obligation de quitter le territoire français, mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour des raisons juridiques, pour des raisons politiques, ces OQTF, en réalité, sont très souvent privés d'effet. Déjà, il faut se dire que 9, tout le monde commence à le connaître, 9 obligations de quitter le territoire français sur 10 ne sont pas exécutées, et il y a un certain nombre de recours qui sont ouverts pour contester ces obligations de quitter le territoire français. Et là-dessus, vous avez des avocats, vous avez même des magistrats. C'est un contentieux très important devant les tribunaux administratifs, parce que on nous dit que l'immigration, c'est pas un sujet global. Si, c'est un sujet global. C'est un sujet global en matière de santé, mais en matière aussi de justice. Dans les tribunaux, c'est un vrai sujet. En particulier, je le dis, dans les tribunaux administratifs. Et il y a un certain nombre de recours qui sont possibles contre ces obligations de quitter le territoire français. Alors bien souvent, les avocats avancent le droit de mener une vie familiale normale, avancent des circonstances exceptionnelles, avancent parfois aussi des vices de forme, ça arrive, pour faire tomber ces obligations de quitter le territoire français. Dans la majorité des cas, elles sont maintenues par les tribunaux administratifs, mais il y a des fois où effectivement elles tombent. Et quand bien même, ces obligations de quitter le territoire français sont maintenues par les juridictions administratives, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que la plupart du temps, elles ne sont pas exécutées parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est sans doute un des points les plus méconnus sur le sujet des OQTF. Une OQTF, elle est prononcée avec un délai, soit c'est sans délai 48 heures, vous avez 48 heures pour quitter le sol, soit 15 jours, soit 30 jours. Si votre OQTF, donc le délai est passé, techniquement, c'est l'autorité, la police qui vient vous chercher, la gendarmerie, et qui vous expulse. Sauf que font ces gens-là, généralement d'ailleurs bien conseillés? Ils s'évaporent dans la nature. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un an, l'acte administratif, la décision administrative prise par le préfet, l'obligation de quitter le territoire français, est caduque. Ce qui veut donc dire qu'au bout d'un an, il suffit de disparaître pendant un an. On disparaît au bout d'un an, et au bout d'un an, on fait une demande de renouvellement de titre de séjour, et c'est tout à fait légal, c'est tout à fait possible, parce que l'OQTF est caduque. Elle ne tient qu'un an. Elle ne tient qu'un an. Ce qui veut donc dire qu'après, vous retournez devant la préfecture pour faire une demande devant les services de la nationalité en parfaite légalité, si vous voulez. Donc c'est ce qu'on leur conseille malheureusement, et c'est ce qui fait aussi qu'elles ne sont pas exécutées, parce que bon courage pour aller dans certains quartiers pour retrouver ces gens, parce que généralement ils se planquent pas dans les monts du Cantal. Hein. Ils vont dans des endroits où les policiers ne vont pas, où la gendarmerie ne vont pas. Où il y a un monde fou, etc. Enfin, on les abrite, etc. Mais alors, justement, allons plus loin. Donc dans cette formidable galaxie de gens qui, effectivement, parlons des associations. La CIMAD, Nathalie Goulet, la sénatrice, avait fait un nombre de subventions, notamment, elle parle des Coalia, de France Terre d'Asile, de Groupe SOS Forum Réfugiés, France Horizon, etc., etc. On voit des millions de subventions. Mais il n'y a pas que les subventions et ces associations, en toute sincérité, enfin c'est leur parti pris et elles ont parfaitement le droit. Mais enfin pratique, effectivement, encourage les immigrés à rester, même chez les clandestins, ou en tout cas à devenir, à avoir un titre de séjour, etc. Alors il y a deux choses dont je voudrais parler. Il y a les subventions pour ces associations et il y a les dons. Et vous m'avez dit quelque chose hors antenne, Pierre Gentillet, que ces dons sont déductibles d'impôts. Comment ça se passe, la mécanique, alors aussi alors pour commencer effectivement sur les dons, alors juste d'un mot effectivement sur la question des subventions, ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que ce n'est pas toujours l'État qui est derrière. C'est-à-dire que ce sont des subventions publiques, mais aujourd'hui malheureusement les choses sont tellement complexes. Vous voyez par exemple, c'est la mairie SOS Méditerranée a fait l'objet d'une subvention, je crois, de 100 000 euros de la part de la mairie de Paris. L'an dernier, subvention d'ailleurs qui a été annulée, retoquée. Donc ce sont aussi les collectivités qui sont dirigées parfois par la gauche, parfois aussi par la droite, par les Républicains, et qui accordent mairie, département, région ces subventions, et parfois aussi l'État. Mais il y a aussi ces collectivités. Donc ça, évidemment, ça représente... vous pouvez regarder sur le site de la CIMAD, puisque vous évoquiez la CIMAD, qui est une association clairement pro-migrants. C'est, de mémoire, c'est pour 2022, c'est un tiers de leur budget, c'est 19,6 ou 19,8 millions d'euros par an de budget. Donc je vous laisse faire le calcul. Maintenant, sur l'autre facette, qui en réalité est la moins connue, et que moi, en tant qu'avocat, si vous voulez, c'est mon cœur de cible, je connais un petit peu ce sujet, parce que c'est vraiment ma pratique, c'est la possibilité, ce qu'on appelle le régime du mécénat, pour ces associations, toutes celles que vous avez citées, toutes, CIMAD, Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, vous pouvez la regarder, c'est sur leur site internet, ont la possibilité
d'offrir à leurs donateurs, à leurs mécènes, la possibilité d'avoir un reçu fiscal en échange du don. Ce qui signifie concrètement que quand vous donnez 100 € à la CIMAD, 66 €, c'est de la réduction d'impôt. C'est-à-dire vous pouvez déduire 66 € de votre impôt sur le revenu. 100 € à la CIMAD, ça ne vous coûtera que 34 €. Et le reste, c'est financé par le contribuable. Et moi, je n'ai à déclarer que 34 €. Alors, vous mettez 100 €, vous donnez 100 €, voilà, mais à la fin, lors de votre impôt sur le revenu, vous déduirez 66 € dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est un élément dont on parle peu, mais qui est un élément déterminant. Je parlais de la CIMAD tout à l'heure. Je vous ai dit que les subventions, c'était 30%. Vous pouvez regarder sur le site internet, tout ça, c'est public. À peu près un quart de leur budget vient de dons de mécènes, particuliers ou entreprises. Avec les réductions d'impôts. Une entreprise peut aussi... Elle peut tout à fait donner, et elle a une réduction d'impôt qui, elle, est un petit peu inférieure, c'est 60% de réduction d'impôt sur le don. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement, en fait, c'est de l'économie d'impôt, donc en fait, tout ça, ça se fait indirectement, enfin même concrètement, avec notre argent, parce que c'est un manque à gagner pour le trésor public ici. Et deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre une association qui a la possibilité d'émettre des reçus fiscaux et une association qui n'a pas cette possibilité, le rapport de collecte, alors ça varie en fonction des associations, mais on peut dire que ça varie de 1 à 3, voire 1 à 4. Vous voyez les différences de budget, c'est colossal. Ouais. Ça veut dire qu'une association qui n'a pas la possibilité d'émettre des reçus fiscaux et qui lève, je sais pas, 100 000 €, une qui a la possibilité d'émettre des reçus fiscaux, en moyenne, on dit qu'elle va aller à 300 000 ou à 400 000 €. Donc vous voyez, le niveau de ressources est super. Et qu'est-ce qui fait cet agrément fiscal ? Soit parce qu'elles ont consulté un avocat et que l'avocat leur a dit que c'était possible, parce que c'est une question technique. Et généralement, je ne vais pas entrer dans la technique, mais elles se prévalent du caractère humanitaire qui est éligible, mais en réalité, elles ne sont pas humanitaires, elles font de la politique et essentiellement de la politique. Ou alors, elles ont, ce qui est le cas pour certaines d'entre elles, un rescrit fiscal de l'administration qui les couvre et qui leur donne cette possibilité. Et ça, si vous voulez, c'est autant pour les subventions, ce sont des collectivités, mairies, départements, régions, l'État ne peut pas tout faire. Mais pour les associations pro-migrantes, et je vais vous apprendre d'ailleurs un petit scoop, pour les associations pro-migrantes, c'est un trait de plume de l'administration fiscale. Je vais vous raconter en un mot. Ouais. Vous savez, on a eu un attentat à Arras et ce terroriste, en fait, était venu en 2014 sur le sol français. Bernard, le professeur. Absolument, parce que il aurait dû, avec sa famille, être expulsé en 2014. C'est parce que la CIMAD s'est opposée à cette expulsion que l'expulsion n'a pas eu lieu. Ces associations pro-migrantes, quelques mois, vous pouvez regarder, c'est sur le site du journal officiel, sur le site de l'Assemblée nationale, quelques mois avant cet attentat, j'avais fait passer une question au ministère de l'économie, une question parlementaire, qui interpellait précisément sur ce sujet le ministère, c'était par le parlementaire monsieur Boccaletti, sur le rôle de cette association et la possibilité pour l'administration de mettre fin à ces abus avec un trait de plume. C'est un trait de plume, c'est même pas la loi, c'est un trait de plume de la doctrine fiscale. Que devrait dire Bercy si elle voulait décourager les associations pro-migrantes ? C'est très simple. Vous avez en la matière, vous avez deux textes là-dessus. Vous avez la loi, d'accord ? Ouais. La loi, elle dit les associations humanitaires peuvent émettre des reçus fiscaux. Okay ? D'accord. C'est un point technique, mais c'est important. Et ensuite, l'administration fiscale, elle précise ce qu'on entend par humanitaire à travers ce qu'on appelle ses commentaires, ce qu'on appelle le BOFIP. Bon. D'accord. Et elle commente dans sa doctrine en disant, il suffirait simplement qu'elle ajoute une phrase en disant, ne sont pas éligibles les associations qui, sous couvert d'une activité humanitaire, ont une activité politique qui favorise la migration en France, etc., etc. Parce que ça, c'est pas une activité d'intérêt général, comme elle s'en prévalent. Vous voyez, ça, c'est un trait de plume. Ça, c'est 24 heures, ça. Donc, quand le ministère Darmanin, quand Bercy nous dit qu'il lutte contre l'immigration, en réalité, il ne le fait pas vraiment. Ça, c'est je vous rappelle le budget de la CIMAD, 19,8 millions d'euros, et un quart de son budget au moins, vous pouvez regarder sur le site internet, vient de la défiscalisation par du mécénat. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire des grands discours, Darmanin, le gouvernement pourrait faire ça, pour dire à Bercy, c'est d'une simplicité, encore une fois, c'est 24 heures, c'est très rapide. Je voudrais juste, on va continuer à en parler un tout petit peu après cette petite pause, mais juste parler un peu aussi de comment on entraîne effectivement les immigrés, l'histoire des mineurs et tout ça, très très rapidement. On est toujours avec Pierre Gentillet, avant de parler de la voiture électrique, et là aussi ce sera quelque chose. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec l'avocat Pierre Gentilly pour parler effectivement de cette mécanique absolument extraordinaire et je dirais de cette hypocrisie qui consiste à dire oui, il faut vraiment, tout le monde est d'accord, d'ailleurs même à gauche, chez certains, oui, immigration contrôlée, immigration choisie, immigration, etc. Il n'empêche que les mécanismes continuent à fonctionner absolument inlassablement et que la machine tourne et que personne ne l'arrête. Vous avez parlé effectivement, Bercy pourrait faire une phrase pour changer l'histoire des déductions fiscales. Elle ne le fait pas, on préfère parler d'autres choses. Et juste aussi, je voudrais un mot, puis vous avez parlé des associations, Pierre Gentilly, mais aussi cette espèce de formidable armada, que ce soit de juristes, d'avocats, qui consiste à conseiller contre monnaie sonnante et trébuchante, et de dire, écoutez, non, voilà, vous allez dire que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes mineur, vous êtes ceci, pour pour arranger le fait que le maximum de gens restent. Bien sûr, c'est-à-dire que, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous avons, moi j'ai des confrères qui ne font absolument que ça. Le droit des étrangers, ils font que ça. Mais le droit des étrangers, c'est un des principaux contentieux en France devant les tribunaux administratifs. Ah ouais, aujourd'hui. Donc, mais oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous dis que l'immigration a des conséquences concrètes. Alors, ça rapporte. Oui et non. Je veux quand même rappeler une chose. L'aide juridictionnelle dont bénéficient ici ceux qui contestent les OQTF ou les demandeurs d'asile, ça dépend. C'est 600 € à peu près. Mais 600 €, si vous voulez, c'est pas ce que touche l'avocat pour une audience. En réalité, il va travailler quand même un certain temps. Il va travailler plusieurs heures, une journée, une demi-journée, que sais-je. Donc, c'est pas des gens qui vont crouler, mais ça leur donne du travail. S'il a 10 clients à 600 €. Oui, mais vous savez, 600 €, on peut entrer en détail, c'est 600 € bruts. Donc pour nous, à la fin, ça termine autour de 250. Bon, tout ça, c'est des calculs de boutiquier. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, à travers cette aide juridictionnelle, donc qu'on donne ici aux migrants, enfin indirectement ici, puisque ça va aux avocats, mais ça profite aux migrants. C'est une aide. C'est l'État qui finance sa propre perte. L'État, aussi. Nous, contribuables. C'est vous contribuables. Vous voyez, on en revient, qu'il s'agisse des réductions d'impôts ou de ce mécanisme d'aide, malheureusement, on voit qu'ici, l'État, il y a un double discours. Il y a le discours du gouvernement, et puis il y a les mécanismes avantageux de l'État par rapport à ces migrants. Et vous avez effectivement des discours qui sont très bien rodés. Par exemple, on leur fait dire qu'ils viennent de Libye. Ah bah Libye, bah oui, c'est facile, parce que la Libye, c'est un pays qui est en guerre. Ouais. Ou qui viennent de Syrie. Ça marche un peu moins maintenant, mais il y a encore des conflits armés parce qu'ils en n'ont Syrie. plus de passeport, ils n'ont plus de papier. Donc et ils déchirent évidemment leurs papiers d'identité, etc. Et ce que je vous dis, c'est que même si le QTF de toute façon est prononcé, ce qu'on leur dit après, ça leur dit mais disparaissez pendant un an, refaites une nouvelle demande, parce que le QTF sera caduc au bout d'un an. Donc évidemment, tout ça, encore une fois, est très bien rodé. C'est un gros contentieux. C'est un contentieux. Si on voulait des solutions, d'accord, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que les avocats, excusez-moi, je vais défendre 2 secondes mes confrères, mais les avocats, ils font parce qu'on leur a donné des armes. D'accord? Et c'est quoi ces armes? Ce sont tous les articles avantageux du Code sur l'entrée et le séjour des étrangers et les traités européens. Si nous n'avions pas, souvenez-vous, l'affaire Iqwissem. Vous savez, cet imam islamiste ça a été un imbroglio. C'est-à-dire, au départ, le tribunal administratif a refusé d'expulser. Le Conseil d'État a accepté finalement l'expulsion. Et puis, il est parti de lui-même. Bon. Mais c'est un scandale que cette affaire ait duré si longtemps. Pourquoi ça a duré aussi longtemps? Parce qu'il y a des traités, parce qu'il y a des outils juridiques que nous avons acceptés. Je dis nous, moi j'ai pas signé pour, mais en tout cas que les gouvernants, et je pense en particulier à la CEDH, aux articles 6 et 8 de la CEDH sur le droit de mobilité familiale normale. C'est ce qui bien souvent bloque l'exécution pratique, juridique des OQTF. Oui, mais alors Pierre Gentilly, aujourd'hui, effectivement, ça marche. Qui va inverser le cours? On ne voit pas. Parce qu'il faut que l'Europe soit d'accord, il faut que la France soit d'accord, et aujourd'hui... C'est plus que ça, c'est si le gouvernement est d'accord. En réalité, moi je crois à la volonté... Je suis un juriste qui croit avant tout à la volonté politique, et je pense que aujourd'hui, le gouvernement tel qu'il est, il n'y a rien à espérer. Je suis désolé, là, il n'y a rien à espérer. Mais en même temps, il faut aussi que les Français tirent les conséquences politiques de tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont réélu Emmanuel Macron, dont acte, mais maintenant, après, il faut en accepter les conséquences. Moi, je fais partie des Français qui n'ont pas voté pour lui, mais il y a une solution politique qu'on mérite, quelque part. Non, je veux pas être... On peut toujours changer. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut bien que les gens comprennent que quand ils font un choix politique, ce choix a des incidences directes dans leur vie, et c'est bien ce cas ici.
voyez. Eh bien, merci Pierre Gentillet. On va continuer à reparler, effectivement. Là, l'histoire n'est pas finie. Elle ne fait, je ne dirais pas qu'elle a commencé il y a 40-50 ans, mais on va suivre. Merci à vous.